Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Avec ce sommet de l'IA qui a démarré hier à Paris, se familiariser avec le numérique veut aussi dire avec les enjeux de cybersécurité. Alors que les jeunes vivent désormais en lien constant avec la technologie, sont-ils au courant des grandes règles de la sécurité numérique? On en parle dans un instant avec nos invités. Vivre son enfance malgré la maladie, c'est le projet de l'association Sourire à la vie que l'on vous présente en seconde partie d'émission à quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Dans sa chronique, Guillaume Buan vous emmène aux États-Unis, dans l'Oklahoma précisément, où une loi dans les écoles publiques fait polémique. Mais tout de suite, place à l'actualité d'éducation avec Guillaume. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Virginie. Pour débuter aujourd'hui, nous célébrons les 20 ans de la loi handicap adoptée sous la présidence de Jacques Chirac. Une loi qui prône l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle prend en compte les cas de famille de handicap, qu'ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs ou encore physiques, et qui concerne aussi les personnes à mobilité réduite. La politique qui a été donc mise en place met l'accent sur 4 grandes thématiques: les droits à compensation du handicap, l'obligation d'accessibilité, l'école pour tous et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Une fois qu'on a dit ça, où est-ce que nous en sommes justement 20 ans plus tard? Je propose d'écouter le bilan qui a été dressé ce matin sur France Inter par la ministre de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin. Le bilan n'est pas excellent, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, nous avons 520 000 enfants qui sont scolarisés. On a augmenté par 4 le nombre d'enfants scolarisés. Il faut quand même le regarder. Oui. Et si je prends l'enseignement supérieur, qui est un énorme sujet, on a multiplié par 9, on partait de très bas. Je ne vais pas vous dire le contraire. On a, au moment où je vous parle, 64 500 étudiants qui sont des étudiants porteurs d'un handicap. On a travaillé sur un autre sujet, on en parlait beaucoup, c'est fait, c'est la prise en charge du fauteuil roulant. Ça peut paraître un détail, c'est majeur, parce que c'est un outil d'autonomie absolument indispensable. Et puis il y a un autre sujet, ce sont les transports. Là aussi, il reste beaucoup de travail à faire selon la ministre. Il y a 2 enjeux dont il faut qu'on parle. Le premier, c'est celui des transports adaptés. Le deuxième, c'est comment on permet que les transports soient accessibles à chacun. C'est notamment un sujet très concret de quai. Dans ma ville de Reims, nous avons travaillé sur tous les quais des bus. Le but de la manœuvre, c'est qu'un maximum de gens puissent prendre le tram comme tout le monde, le bus comme tout le monde, parce que ma lecture de l'inclusion, c'est celle-ci, c'est-à-dire la vie la plus inclusive possible. Je prends le point et je donne acte sur le fait que sur le métro, il y a encore effectivement énormément de travail à mener, puisque la plupart des stations, on ne peut y aller que par effectivement des escaliers. Vous avez raison, c'est un sujet sur lequel il faut continuer à travailler. Deuxième sujet évoqué par la ministre, l'emploi des jeunes et des seniors. Alors même que ce matin, l'INSEE a dévoilé les chiffres du chômage qui sont quasi stables au 4e trimestre de 2024, une baisse de 0,1 point, soit 7,3% de la population active. La part des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation rebondit là aussi de 0,7 points après une timide baisse au trimestre précédent. Un constat qui est là aussi fait par la ministre du Travail, Catherine Vautrin. Il y a un point qui m'interpelle pour être tout à fait concrète, c'est que le taux d'emploi, parce que c'est ça qu'il faut qu'on regarde, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont en activité par rapport au nombre de gens de la tranche d'âge qui pourraient travailler, parce que c'est ça qui nous intéresse. Le taux d'emploi des jeunes est en baisse, et ça c'est un sujet majeur, parce qu'en France aujourd'hui nous avons 2 sujets, un taux d'emploi et un taux des seniors qui sont plus faibles que la moyenne européenne, et ça c'est un sujet très important. Nous avons, et on le sait, sur le territoire un certain nombre de fermetures d'entreprises, et ce qui m'importe, et je voudrais souligner le travail qui est fait par France Travail, qui permet d'accompagner ces personnes pour maintenir leur employabilité et pour travailler à leur évolution professionnelle. C'est un sujet extrêmement important. Troisième sujet mis sur la table par la ministre, après donc le handicap et l'emploi des jeunes et des seniors, eh bien c'est le lancement d'une phase de test pour dépister l'endométriose. Qui est fiable à 97%. Aujourd'hui, on a une femme sur 10 qui est concernée par cette maladie, mais le constat est le suivant: des patientes qui souffrent souvent d'un long retard de diagnostic et de prise en charge. Alors écoutez les explications de comment cela va se mettre en place une nouvelle fois par la ministre.
c'est ce qu'on appelle un test clinique, donc 2500 femmes qui vont pouvoir en bénéficier sur prescription de leur gynécologue. Ça veut dire 3 consultations, le test, le résultat du test et le suivi médical. Je rappelle qu'on met fin avec ce test à 7 ans en moyenne d'errance médicale. Là, l'objectif, c'est très concrètement que ces 2500 tests soient réalisés, qu'ensuite l'agence de santé donne son avis définitif pour qu'ensuite les femmes puissent être remboursées. Et sachez que c'est une entreprise française qui a justement créé ces tests. Enfin, concernant les écrans et les enfants, l'heure est à la fermeté, selon le ministre. Avec notamment une réflexion sur une possible interdiction des écrans chez les enfants de moins de 3 ans et même dans tous les lieux publics, selon Catherine Vautrin. Dans les crèches, il n'y a pas d'écran. Vous n'entrez pas dans l'intimité des gens. Par contre, vous pouvez très concrètement être dans les lieux publics dans lesquels il y a des enfants, éviter qu'il y ait des écrans. Quand on vous parle d'enfants confrontés à des écrans à 6 mois, tous les professionnels vous disent c'est mauvais pour le développement de l'enfant. Alors, il y a un sujet d'exposition des enfants les écrans dans les crèches, dans les lieux publics. Très concrètement, oui. C'est ça. À la une également, l'enquête avance dans la mort de la jeune Louise. Le corps de cette jeune fille de 11 ans qui a été retrouvée sans vie dans une forêt d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne le week-end dernier. 4 personnes ont donc été interpellées, dont un homme de 23 ans qui est le principal suspect. Tous les 4 voient d'ailleurs leur garde à vue prolongée de 24 heures. C'est le parquet d'Évry qui l'annonce et qui tiendra d'ailleurs une conférence de presse demain. Sachez que plusieurs éléments incriminent justement ce jeune homme. Il présentait des coupures au niveau du doigt et on a appris en milieu d'après-midi que l'ADN du suspect correspondait à celui qui avait été retrouvé sur le corps de la victime au niveau des mains. Ce dernier aussi semble être propriétaire d'une doudoune qui a été aperçue sur les caméras de vidéosurveillance. Une doudoune qui a été introuvable lors de la perquisition de ses parents. D'ailleurs, ses parents et sa petite amie sont toujours en garde à vue aujourd'hui. Il y a aussi des incohérences dans son emploi du temps. Bref, donc ce suspect reste encore donc potentiel. À noter aussi que la garde à vue des 2 autres personnes interpellées à Rouen a été levée. Il s'agissait d'un homme de 23 ans et d'une femme de 55 ans. Toujours dans l'actualité avec cette question, que se passe-t-il au sein de l'éducation nationale Normandie? C'est le SNES-FSU qui alerte en fait sur une vague de suicides et qui évoque une situation inédite. 9 personnes auraient mis fin à leur jour sur les 7 derniers mois. 3 auraient tenté de le faire. Cela concerne des professeurs du premier comme du second degré, des AESH, des personnels de la vie scolaire. Tous les corps de métier et tous les départements de la Normandie sont concernés et touché selon le syndicat. La secrétaire académique justement assure que jamais dans l'académie les collègues n'ont fait état d'un tel mal-être. Jamais les registres de santé et de sécurité au travail n'ont enregistré autant de signalements et d'appels à l'aide. Réaction du rectorat cette fois-ci qui regrette cette communication et qui souhaite rappeler que toute l'attention a été portée à ces situations. Ils ont notamment mis en place des conseillers de proximité, un service de soutien psy et aussi des livres de ressources. Les écoles parisiennes à l'arrêt suite à un mouvement de grève initié par l'intersyndicale, une mobilisation suivie aussi par les enseignants. Oui, qui dénoncent en fait, je cite, une saignée budgétaire et qui disent non aux futures suppressions de postes. 110 sont prévues pour la rentrée prochaine, ce qui représente environ un quart des suppressions au niveau national. Le ministère veut faire payer aux écoles parisiennes un lourd tribut par l'austérité budgétaire, estime l'intersyndicale dans son communiqué. Parents d'élèves et enseignants se sont donc réunis dans la matinée devant le rectorat dans le 19e arrondissement. Ce dernier a annoncé la fermeture de 198 classes à la rentrée prochaine pour 21 ouvertures, ce qui fait un solde négatif de 177 classes. Et vous le disiez, oui, le mouvement a été suivi puisqu'on avait quand même 170 classes fermées une nouvelle fois aujourd'hui. Toujours dans l'actu, sur décision d'Elisabeth Borne, le directeur de l'Union nationale du sport scolaire, Olivier Giraud, a été mis à pied. À titre conservatoire pour l'instant et le temps de connaître les conclusions de la procédure disciplinaire qui a été ouverte à son encontre. C'est Elisabeth Borne en fait qui a pris cette décision. Sachez qu'Olivier Giraud avait été nommé en 2021 sur décision de Jean-Michel Blanquer. Affaire à suivre. Merci beaucoup Guillaume. Quelles sont les grandes règles de la cybersécurité alors que les enfants et adolescents sont chaque jour confrontés aux enjeux du numérique? Comment garantir leur sécurité dans ces pratiques? Les enjeux donc de la cybersécurité, on en parle tout de suite dans notre émission. À
Alors que le 3e sommet sur l'intelligence artificielle a lieu en ce moment même à Paris, se termine ce soir, l'occasion était trop belle pour nous de pouvoir justement parler des métiers en devenir et notamment de cybersécurité. Et pour cela, je suis ravie d'accueillir Aurélie Boppel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes experte en transformation numérique. Éric Singer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes directeur cyber, responsable du cursus cyber de l'école SIIT. Emmanuel Macron a annoncé hier un investissement de 109 milliards d'euros dans les prochaines années. Alors, prochaines années, c'est un peu vaste, mais bon, dans l'IA, avec la création de data centers. On l'a vu notamment dans les Hauts-de-France, on en a beaucoup parlé à Cambrai et ailleurs. Est-ce qu'on doit s'attendre, du coup, et c'est la question forcément que tout le monde s'est posée, mais je vais vous la poser, Aurélie Boppel, est-ce qu'on s'attend à une vague massive de jeunes qui vont s'orienter encore plus vers le numérique ? Dans tous les cas, je dirais que ce serait souhaitable. La réalité, c'est qu'il s'agit beaucoup de métiers en devenir, donc à inventer. Enfin, avec la technologie, on en est toujours à ces problématiques-là. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui feront des métiers qui ne sont peut-être pas encore identifiés dans les parcours académiques, ou en tout cas où la matière n'est pas encore présente. Ça va à ce point si vite ? Typiquement, aujourd'hui, vous avez des ingénieurs dans plein de domaines, notamment ingénieurs en informatique. Très rapidement, il va y avoir des cursus qui feront que vous êtes ingénieur prompt, par exemple, ou quand vous étiez spécialiste ou développeur full stack, vous allez devenir spécialiste des LLM. Alors, vous m'avez dit plein de mots que je ne connais pas, pour être très clair. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a énormément de métiers dans le numérique, et ça, forcément, on s'en doute, mais ça veut dire aussi des spécialisations très marquées pour les futurs choix étudiants. Est-ce que si on reste avant le bac déjà, donc ça veut dire dans les spécialités choisies, est-ce qu'il va y avoir un changement aussi qui va s'opérer dans ces futures spécialités en première et en terminale ? Je vous pose la question, Éric Singer. On peut l'imaginer ou pas ? On peut imaginer qu'il est important que les jeunes, dès la petite enfance, s'intéressent à l'informatique, à la cybersécurité. En Estonie, par exemple, dès le primaire, les élèves sont formés à la cybersécurité, mais au numérique en général. Et donc ça, c'est important. Dès le primaire à la cybersécurité, et sur la problématique qu'on peut retrouver sur le numérique, sur la dangerosité ? Exactement. Ouais. Exactement. Et donc je pense que Emmanuel Macron l'a dit, je pense Elisabeth Borne aussi, que l'année prochaine, en seconde et en quatrième, les élèves vont être formés à l'IA. Donc c'est important que tous les élèves puissent être formés et comprendre les dangers du numérique, mais aussi utiliser le numérique de manière fiable, sociétale et bienveillante. Alors encore faut-il, c'est toujours pareil, quand on progresse, il faut pouvoir avoir des gens qui sachent en parler, donc ça veut dire former les enseignants, former des personnes pour parler de l'IA à l'école. Vous parlez effectivement de collège et de lycée, ça fait beaucoup de formations pour ces enseignants. Alors il va falloir aussi opérer, vous êtes travaillé dans une école, je crois, rappelez-moi le nom. C'est ESIE, voilà. IT, c'est à Cergy-Pontoise. Exactement. C'est une école de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Est-ce que vous avez déjà l'habitude de former par exemple des enseignants qui sont au lycée ? Alors, on fait mieux que ça. En fait, d'abord, on définit le cursus cybersécurité de manière à que les enseignants puissent être adaptés aux besoins des entreprises. Et puis aussi, je vais dans les lycées pour expliquer aux élèves et aux enseignants comment aborder la cybersécurité, le numérique en général. C'est très important, c'est primordial parce que la technologie évolue, les dangers évoluent. Et donc, il faut avoir des nouveaux comportements, des nouveaux usages. Donc, c'est là où on est là. Alors, le directeur Europe de Brookfield, qui est un centre de data canadien, disait la France bénéficie d'excellentes compétences d'ingénierie pour ce type d'installation. En parlant des installations justement de data centers, c'est aujourd'hui le pays le plus attractif en Europe pour accueillir ces infrastructures. C'est quand même extraordinaire. Pour autant, il manque des spécialistes cyber. Aurélie Boppel, à tel point qu'une campagne de com de la ministre de l'Éducation avait été lancée en novembre dernier. Ça s'appelait Demain spécialiste cyber. Est-ce que déjà cette campagne de com, elle a joué dans les esprits de chacun ? Disons que c'est forcément une campagne de com parmi d'autres, mais bien sûr qu'il faut agir avec ce type de levier. Après, c'est pas l'unique. Effectivement, la France est un vivier de ressources, je dirais, à tous les niveaux, puisqu'il y a aussi beaucoup de structures associatives comme la Fondation Femmes Numérique, Femmes du Digital Ouest en région, qui vont chercher des femmes qui sont déjà dans les métiers du numérique et de la cyber, tech ou moins tech, parce que là, on parle beaucoup de ce terme cybersécurité qui fait qu'on
on se renvoie tout de suite purement à l'informatique, alors qu'en réalité, on est sur des sujets finalement individuels et collectifs, donc de société. Et donc, il va falloir globalement s'assurer assez rapidement que sur des sujets d'acculturation, ce qu'on appelle la littératie numérique, comme est-ce qu'on a conscience chacun de notre identité numérique, de ce que c'est que l'e-réputation, et puis ensuite des bonnes pratiques de sécurité informatique qu'il faut avoir, mais pourquoi? Juste parce qu'il y a des possibilités d'attaque. Déjà, ce sera une bonne chose. Il faut savoir qu'effectivement, il y a déjà pas mal de ressources dont on le sait qu'elles sont insuffisamment consultées. Donc il y a tout ce travail-là à tous les niveaux, et bravo d'intervenir déjà en école primaire. C'est jamais le plus simple, mais c'est effectivement dès le plus jeune âge, on parle vraiment de culture numérique à mettre en place. Mais c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que cette jeunesse a été baignée tout de suite dans le numérique, connaît par cœur l'utilisation de ces réseaux sociaux, etc., bien plus que notre génération. Et pour autant, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de préjugés surtout qui subsistent. Quels sont les premiers préjugés et qu'on peut peut-être casser dès aujourd'hui ensemble? Alors déjà, un préjugé ou peut-être des mauvais usages. Oui. Je trouve que les jeunes utilisent l'informatique ou le digital sans connaître les méfaits ou les dangers. Ils utilisent de manière un peu superficielle. Ils ont utilisateur plutôt que consommateur. Consommateur sans comprendre un peu la désinformation qu'il peut avoir derrière et les risques liés au phishing, au smishing, à plein de choses qui permettent de pouvoir usurper l'identité, pouvoir faire de la fraude. Et donc les jeunes doivent savoir que l'Internet, c'est pas un monde gentil. Il faut faire attention quand on est sur Internet, quand on est sur TikTok, quand on est sur tous ces sites. Mais surtout quand on parle d'IA, parce que alors, si vous voulez, il y a 10 ans encore, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Là, on voit, et d'ailleurs Emmanuel Macron a fait un post incroyable, on le voit complètement transformé, etc. Alors qu'il a plu ou pas plu, en tout cas, moi je l'ai trouvé assez étonnant. C'est vrai que les jeunes sont... Enfin, aucun jeune n'était étonné. Et dans les entreprises... C'est les parents qui étaient étonnés. Et dans les entreprises, c'est pire que ça. C'est-à-dire que maintenant, dans les entreprises, on fait face à des attaques en ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire vraiment une fraude et une usurpation d'identité, même sur des usages en vidéoconférence, où c'est pas la personne que l'on voit, c'est une fausse vraie personne. Même le phishing, avant c'était mal écrit, c'était en mauvais français, maintenant c'est super bien écrit, ça réutilise des informations dans les réseaux sociaux, qui permet de penser que c'est une vraie bonne personne, mais en fait c'est pas une vraie bonne personne, faire très attention. Ça, c'est vrai que là, c'est le danger d'Internet, de l'IA, effectivement, des réseaux sociaux en général. Quand je parlais de préjugés, je parlais des préjugés par rapport à la cybersécurité, par rapport au métier du numérique en général. Vous avez énoncé quelque chose de très important, Aurélie Boppel, qui est effectivement la notion d'être devant un ordinateur, joncher et faire du codage. Voilà, c'est un peu l'idée, non mais pardon, mais c'est un peu l'idée que certains en ont. Peut-être qu'il faut casser aussi cette image de ce métier. Alors, c'est comme tout, généralement, quand on parle de technologie, c'est vrai aussi dans l'industrie, en fait, on va réduire le sujet global et finalement très transversal à de la pure technique, qui est indispensable. Bien sûr. Et il nous les faut, ces codeurs-là, et ils ont envie qu'il y ait plus de monde qui vienne à leur côté, d'ailleurs, avec beaucoup plus d'inclusion pour notamment coder de l'IA qui sera plus juste et peut-être plus durable. Mais la réalité, c'est que c'est comme si vous faisiez une comparaison. En gros, pour moi, ne pas être au courant de l'univers dans lequel on évolue, quand on est sur le web, quand on est sur des réseaux sociaux, quand on plonge dans des fonctionnalités IA, parce que c'est aussi un grand terme, un vaste terme qu'on utilise sans savoir ce qu'il y a derrière réellement. C'est comme si on était dans la rue, pour moi, sans qu'on nous ait jamais appris à traverser la rue, ou sans qu'on nous ait jamais appris le code pour pouvoir d'abord faire du vélo. Or, à l'école primaire, on vous l'apprend, puis ensuite à passer votre permis pour avoir un scooter au collège, etc. Donc la réalité, c'est que ça concerne à la fois chaque individu, mais un collectif et une société entière. Et pour ça, j'espère faire entendre que oui, il y a la partie technique, mais bien sûr, comme toute technologie, il y a la partie usage. Et donc, en fait, il faut que tout ce monde-là se parle pour pouvoir identifier pourquoi on parle de sécurité informatique, mais clairement parce que tout le monde a un réel enjeu, non pas d'avoir une anxiété d'être attaqué un jour, mais d'avoir conscience qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc déjà, on sait mesurer nos risques, quels que soient nos âges, parce qu'on est entouré par des adultes étant plus jeunes, mais on sait mesurer un risque. Or,
dès qu'il s'agit de ces sujets numériques, web, IA, etc., on est complètement, je dirais, dans une inconscience que je pense quand même volontaire, finalement, sous prétexte d'une complexité qui serait technique. Or, excusez-moi, mais qui ne sait pas utiliser son robot ménager ou sa voiture ou n'importe quel outil que je ne sais pas utiliser, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, ça veut dire que c'est vraiment une question d'intérêt. C'est pour ça que, pour moi, si on donne une dimension collective, on va commencer peut-être à susciter de l'intérêt chez les uns et les autres, quel que soit le niveau, sans que ce soit purement anxiogène. Parce que c'est vrai que par rapport aux jeunes, on va leur dire « fais pas ci, fais pas ça ». En réalité, il est légitime qu'à un certain âge, on ne soit pas étonné par une publication qu'il y a pu y avoir sur les réseaux de personnalités ou pas. La réalité, c'est qu'on est dans un monde où est-ce que vous êtes capable d'identifier maintenant une vérité ou pas ? Il faut savoir qu'avec l'IA, maintenant, on n'est plus dans cette phase-là. Et c'est ça qui est grave. Et donc, ça ne veut pas dire que l'IA n'est pas intéressante. Bien sûr, dans le secteur médical, on est capable de confirmer qu'il y a des choses vitales qui sont mises en place et qui accélèrent les solutions. La réalité, après, c'est que, comme toute technologie, on est d'abord là à un effet waouh. Donc, il va falloir passer ce cap-là pour ensuite que, jeunes et moins jeunes, mais vous parliez des métiers tout à l'heure, voilà, on a envie de se dire, moi j'ai telle passion, il se trouve que l'IA, je suis passionnée de musique, l'IA et la musique, ça fait déjà des choses. Il y a tout l'aspect éthique. Donc, c'est aussi les métiers du juridique. Il y a tout l'aspect assurantiel. Enfin, voilà, on parle que sans parler de la partie gestion de projet que je trouve passionnante parce que ça veut dire qu'il faut savoir faire parler ceux qui produisent les solutions avec ceux qui ont des besoins réels sur le terrain. Donc, tout est passionnant. Il faut par contre qu'on sache en parler clairement. Oui, c'est ça. Parler numérique, c'est vraiment faire société, parler société, pouvoir être dans le collectif. Vous partagez justement ce que vient de dire Aurélie Boppel, Éric Singer ? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle des préjugés, je comprends mieux maintenant la question. C'est vrai qu'on parle de la cybersécurité. On imagine un jeune avec une capuche qui est fermée derrière un ordinateur, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça dans les entreprises et même ce qu'on a besoin dans les entreprises. On a besoin de jeunes qui puissent communiquer, parler cybersécurité, démystifier la cybersécurité. Quand il y a une attaque et qu'il y a des diffusions d'informations confidentielles extérieures, on a besoin de juristes qui puissent gérer et puis travailler sur les nouveaux règlements, comme le règlement sur la donnée à caractère personnel, les nouveaux règlements européens comme NIS 2. Et tout ça, on a besoin de juristes. On a besoin, je vous ai dit, de communicants. On a besoin de plein de compétences qui ne sont pas uniquement techniques. Et ça, c'est super important. Et ce qui permet de faire aussi d'aller vers plus de diversité et d'inclusion. Et c'est ce qu'on fait à SCIT. Alors, c'est pas un préjugé, vous venez de le dire, c'est quand même un métier encore très masculin, malheureusement. Il faut l'ouvrir aux femmes, vous l'avez dit aussi, évidemment. Comment faire pour pouvoir, justement, proposer davantage de voix, d'ouverture de ce métier aux jeunes femmes ? Qui peut répondre ? Alors, pour le coup, pour être engagé de longue date sur les sujets de l'égalité femmes-hommes et de la présence des femmes dans les métiers du numérique et de la tech, pour le coup, nous sommes nombreuses à constater que les chiffres n'évoluent pas dans le bon sens. Donc il y a un vrai problème culturel à mon sens. Et pour autant, il y a toujours plus de propositions qui sont mises en place, notamment Numéum qui a mis un dispositif qui s'appelle Nova in Tech pour que les entreprises s'engagent et aient des outils pour accompagner des femmes dans la reconversion dans les métiers du numérique. Donc il y a des choses, après c'est toujours la même chose, comment on est au courant de ça. Donc c'est aussi des partenariats avec des structures comme France Travail, etc., qui le permettent. Mais il faut, je pense, partir d'un principe de curiosité et surtout, effectivement, dépasser peut-être des préjugés, des clivages. C'est souvent le monde de l'informatique, globalement, est souvent ramené à « il faut être bon en maths ». Bon, c'est pas une réalité. Effectivement, il y a des parcours très académiques et matheux qui sont nécessaires. Et pour autant, vous pouvez vraiment trouver votre voie et votre valeur ajoutée. Le tout, c'est qu'il faut vous projeter, à mon sens, peut-être moins dans un métier que dans une envie de contribuer à quelque chose. Et dès que vous avez un univers qui vous intéresse, dites-vous bien que le plus important est de savoir s'il y a de la donnée. Et de la donnée, ce n'est pas que des chiffres. Il y a aussi beaucoup de qualitatifs. Et l'IA va aider justement à, je pense,
recueillir et analyser du qualitatif, après à voir ce qu'on en fera, mais il y a beaucoup de choses qui restent encore à inventer, et en fait je pense qu'il faut s'autoriser ce gap-là, c'est-à-dire que typiquement moi c'est ce que je recommande à quiconque, jeune ou moins jeune, qui ne sait pas trop quoi faire. Clairement, tous les métiers innovants ou à venir, plongez-vous dedans. Il y a quelque chose pour vous. Je mets les pieds dans le plat puisqu'on parle, juste féminin, mais on sait que les salaires hommes-femmes sont toujours pas à équité. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer, justement, avec tout ce que vous faites, notamment, et peut-être que vous aussi de votre côté, Éric Singer, pour développer cette égalité hommes-femmes et faire venir les femmes dans le numérique, est-ce qu'on pourrait imaginer des salaires, déjà, potentiellement intéressants, qui serait quand même donc, une première voie, et la deuxième chose, égaux? Alors, je me permets, en fait, donc deux choses. Déjà, la différence femmes-hommes en informatique ou en maths, ça se passe à la petite enfance. On ne sait pas pourquoi, mais à partir de 6 ans, il y a une évolution et les garçons préfèrent les maths que les filles. Et ça, il y a un changement qui doit être fait dans l'éducation. Vous pensez que c'est les garçons? Vous ne pensez pas que c'est la société qui les pousse? C'est la société qui les pousse. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais, c'est la société qui les pousse sûrement. Ou encore une fois de plus, des préjugés. Et il ne faut pas rentrer dans ces préjugés. Ensuite, dans l'entreprise, on peut faire venir les femmes à la cybersécurité. Et déjà, moi, quand j'embauche des femmes ou des nouveaux talents en cybersécurité, d'abord, je privilégie qu'il y ait dans mon équipe un équilibre, une parité. Et puis, je paye plus souvent plus les femmes que les hommes. Ah, vous faites une discrimination inversée? Mais en fait, on peut arriver en fait que les femmes trouvent plus facilement un job en cybersécurité qu'un homme. Parce qu'on a besoin de femmes en cybersécurité. Louons la discrimination positive. Dites-moi, Aurélie Boppel. Disons que pour ce sujet-là précis, notamment l'égalité des salaires, c'est très bien qu'il y ait quelques lois qui imposent certaines dispositions. Donc on peut voir notamment dans les conseils d'administration la loi Copé-Zimmermann qui a quand même permis une véritable progression de la parité dans les conseils d'administration. Maintenant, la loi Rixain le demande au niveau des comités de direction. Donc, c'est ce qu'on mesurera, je pense, dans une dizaine d'années. La réalité, si on veut en revenir à l'actualité de la semaine avec le SORIA, c'est que l'intelligence artificielle telle qu'elle est codée actuellement, parce qu'elle est majoritairement codée par des stéréotypes, elle a des biais. Donc, à la fois, on sait qu'il ne faut pas qu'on la laisse comme ça, et en même temps, ça nous donne la matière à analyser pour vraiment rapidement, notamment sur des sujets liés à cette différence homme-femme sur, par exemple, les salaires. On devrait pouvoir utiliser des résultats de travaux qui ont été moulinés par une IA. Est-ce que ça va être un sujet majeur? On en reparle dans 1 an ou 2. La réalité, c'est qu'il faut qu'on considère ça comme un outil pour pouvoir affiner en fait des dispositions. Et ça n'est que ça en fait, c'est recueillir des éléments, de l'information pour pouvoir... Après, imaginons que l'IA nous donne la solution parfaite. Je veux croire que les hommes et les femmes que nous sommes trouveraient peut-être encore des moyens de ne pas mettre en pratique sans purement réfléchir à cette proposition-là, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de solution vraie. Juste un chiffre quand même. Les effectifs cyber ont augmenté de 89% ces dernières années, mais restent carrément très en dessous de la demande. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités, et en plus des possibilités qui sont portées par des femmes comme Aurélie Boppel ici présente, pour pouvoir justement faire venir un maximum de jeunes étudiantes vers ces métiers-là. Donc voilà, c'est le moment, si vous nous regardez, d'y aller. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé au Grand JT. Éric Singer, donc vous êtes directeur cyber. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Aurélie Boppel, experte en transformation numérique. Et puis, écoutez, on se revoit d'ici quelques mois pour faire le point justement sur toutes ces notions-là et notamment d'équité. Merci. On va marquer une courte pause dans le Grand JT. On se retrouve tout de suite. De
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Frédéric Soto. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous, Frédéric. Vous êtes directeur de l'association Sourire à la vie. Je dis vous, mais on se connaît bien. Parce que Sourire à la vie, je vous accompagne aussi depuis longtemps. Donc on peut peut-être se dire tu à l'antenne. On peut dire Roger à la règle, Frédéric. Et également, je suis ravie d'accueillir Jamal. Jamal, t'as le bonjour. Ah, bonjour à vous. Merci. On peut si on se tutoie, on se tutoie tous. Ah, ok. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, ça me va. Voilà. Merci d'être là, Jamal, aussi. Sourire à la vie, on ne va pas dire le timing. Ça fait 20 ans, on le dit. Ça fait 20 ans que Sourire à la vie accompagne les enfants atteints de cancer, de diagnostic jusqu'à la rémission. Et c'est là où la force de Sourire à la vie est extrêmement noble, présente, extraordinaire par son action, par sa mission. Les enfants, et tu vas nous le raconter, bien entendu, sont avec vous au quotidien. Une vraie mission que vous êtes donnée, on va en parler précisément, enfin que tu t'es donnée, Frédéric. Mais ce que j'aimerais que tu me racontes surtout, c'est comment ça a démarré. Je crois que tu lisais des histoires aux enfants les soirs de Noël. Exactement. Un soir de Noël 2004, j'étais tout seul pour Noël et j'avais rencontré le professeur du service d'oncologie pédiatrique bien plus tôt dans mes études. Cette rencontre, elle m'avait marqué et je l'ai rappelé pour lui dire, est-ce qu'à tout hasard, vous avez besoin d'un coup de main pour Noël? Il m'a dit oui, viens, on a besoin. Et en fait, je me suis retrouvé un peu seul là-bas par les soignants et les enfants. Il n'y avait pas d'association à ce moment-là, il n'y avait personne dans ce service à Marseille. Et je suis rentré pour raconter des histoires aux enfants. Moi, mon métier, c'était capitaine marine marchande. Je faisais de la voile. Je voulais être champion du monde. Je voulais traverser les océans. Je voulais faire le Vendée Globe. Et puis j'ai rencontré ces enfants et ça a complètement fait un énorme virage dans ma vie. Parce que il y avait plein de choses à construire. En fait, les idées ont fusé. J'ai travaillé beaucoup en chambre stérile, là où on fait la greffe de moelle osseuse, et j'ai découvert un univers où il y avait tout à construire. Les enfants étaient complètement sortis de leur enfance. Ils étaient dans des lits, dans des toutes petites chambres, sans pouvoir bouger. Donc j'ai commencé à faire rentrer le sport, j'ai fait rentrer plein d'histoires, plein de jeux, plein de rêves. Et puis la mayonnaise a pris et très vite je me suis demandé si on pouvait sortir ces enfants de l'hôpital, si on pouvait déplacer cette chambre d'hôpital. Évidemment, déplacer une cellule de greffe, c'est pas possible. Mais par contre, depuis, on a fait un énorme chemin de ce côté-là. Et dès que les enfants sortent de la greffe, alors que normalement ils ont le droit de rien faire pendant des mois, et ils viennent chez nous et on fait des milliers de choses avec eux. Des milliers de choses dont on va parler évidemment, et notamment avec Jamal. Jamal, ça fait 3 ans que tu es accompagné par Sourire à la vie? Oui, c'est ça. Ça fait 3 ans que je suis accompagné par Sourire à la vie. Voilà, ici passe plein de bonnes choses. J'ai eu la chance de faire plein de beaux projets. Lesquels tu as fait grâce à eux? Alors, j'ai fait beaucoup de projets comme des voyages. Enfin, j'ai été mis sur plusieurs projets voyages. J'ai été mis sur le projet de la Corse. Parce que, alors pour revenir, pardon de te couper, mais pour revenir, tu t'y attendais pas, effectivement, j'imagine, à la fois bénéficier des soins, d'avoir des aides et des soutiens aussi positifs et talentueux et sportifs, à l'instar de Frédéric, mais aussi parce que ces expéditions dont tu parlais de la voile, effectivement, tu l'as transposée effectivement auprès des enfants, et donc tu proposais, t'es parti, c'est ça, sur un bateau en Corse? Oui, c'est ça, pendant une semaine. Tout seul sur un bateau avec des enfants de mon âge, plus grands, plus petits. Frédéric pour, bien sûr, diriger le bateau. Voilà. On a médicalisé un bateau, en fait. Tu vois, on a fait ce chemin-là d'arriver à déplacer l'hôpital sur un bateau au milieu d'un lac gelé, au milieu des requins en Polynésie. Il nous suffit d'un bon médecin, une bonne infirmière, une pharmacie redoutable et puis une très très bonne connaissance du travail. Jamal, il est là toutes les semaines avec nous depuis 3 ans. On le voit toutes les semaines, on le voit régulièrement, des week-ends entiers, des semaines entières. Donc il y a une grande connaissance de sa pathologie, de ses difficultés. On suit ses bilans, on suit ses examens. Oui, parce que c'est pas fait à l'emporte-pièce. Évidemment, c'est travailler. Je crois que tu travailles de concert avec l'agence régionale de santé, exactement, avec l'ARS, que tout est pris en charge effectivement. Et à ce moment-là, avant que Sourire à la ville le propose, c'était quand même compliqué d'imaginer un bateau entièrement équipé partir 2 semaines loin des soins typiques d'un hôpital. À l'époque, ça paraissait impossible. Il y a 20 ans en arrière, ça paraissait complètement impossible. Et Sourire à la ville a fait ce travail. Moi, j'ai mené cette barque, mais j'ai été accompagné par des médecins assez fous pour dire oui à tous mes projets, des infirmières assez folles pour dire qu'elles pouvaient poser
voilà, une aiguille au milieu d'un lac gelé. Donc, et tout ça, ça c'est un peu le clou du spectacle, mais vraiment au quotidien, ces enfants qui sont en cours de traitement, qui sont voilà, dès le début du diagnostic, ils vont faire du sport tous les jours, ils vont garder une vraie vie d'enfant, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. Ça ressemble un peu à de l'horlogerie, hein, parce que voilà, c'est en fonction du bilan, on va pouvoir faire ça. On suit tout ça très très méthodiquement pour pouvoir arriver à leur permettre d'avoir une vraie vie d'enfant malgré la complexité de leur maladie, malgré la complexité des traitements. Ça se passe au Phare des Sourires, notamment à Marseille. Ça a été le premier lieu qui a été ouvert? Ça a été le premier lieu qui a été ouvert, effectivement, qui est devenu un espèce de couteau suisse. Hein. L'hôpital nous envoie beaucoup d'enfants pour les sortir plutôt de leur hospitalisation, etc. Et on a développé tout un tas de solutions pour ces enfants au Phare des Sourires et bientôt au château. Le château Sainte-Marthe, oui, on va en parler. Le Phare des Sourires, donc tu y es assez souvent, toi, Jamal? Oui, j'y suis souvent, oui. Et tu as réussi à nouer des liens très forts, justement, avec ces médecins, ces infirmiers, toutes les personnes qui s'occupent de toi? Bah oui, c'est ça, tu loues des liens. Noues des liens? Noues des liens, voilà. Ouais. Avec des infirmiers, avec des jeunes de ton âge qui ont le même vécu que toi, qui ont eu les mêmes maladies que toi, les mêmes épreuves que toi. Et c'est une amitié que tu ne retrouves pas partout, que tu retrouves à l'hôpital. Sauf que là, tu n'es pas à l'hôpital, tu peux bouger. Donc vraiment, tu noues un lien très fort avec ces personnes. Oui, tu es hors les murs dans l'hôpital et ça change tout dans ta vision de la vie, du quotidien. Parce que quand tu as la possibilité de sortir, j'imagine, à l'extérieur, et c'est là où le château Sainte-Marthe, justement, qui est un nouveau lieu, va beaucoup jouer. Hein, ces espaces verts énormes, cette liberté pour pouvoir à la fois te préparer aux soins et puis aussi pour le post-opératoire qui doit être important. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, le post-opératoire, c'est ça? J'y ai jamais été encore. Ouais. Non. Les chirurgies, mais la chirurgie, ouais. C'est tes traitements. Comment ça s'est passé, tes traitements plutôt? Tu peux parler de ça? Tes traitements, ouais. Comment ça s'est passé? Le fait de pouvoir te retrouver effectivement dans ces lieux-là, en lien avec les autres, ça t'a aidé justement à surmonter tout ça? Oui, ça t'aide. Et puis il y a des, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des infirmiers, des infirmières qui peuvent t'aider. Il y a des enfants qui ont vécu les mêmes choses que toi, qui passent par les mêmes choses que toi. Donc, si tu leur dis oui, en ce moment c'est un peu dur pour moi, comment tu as surmonté cette épreuve, tu leur demandes et puis eux, ils l'ont déjà vécu, ils l'ont déjà surmonté. Du coup, ils ont la réponse, ils ont la clé à toutes les portes. Donc voilà, tu peux vraiment nouer une bonne amitié avec des enfants qui ont le même vécu que toi. Qu'est-ce que tu as eu comme maladie? Tu peux l'expliquer aussi? Moi, j'ai eu un neuroblastome. C'est une tumeur, voilà, qui était au début devant la colonne vertébrale et qui est passée derrière. Du coup, j'ai fait de la chimiothérapie, j'ai eu des opérations, j'ai fait de la radiothérapie aussi. Et j'ai été 1 mois en hyperprotégé. Voilà, et l'hyperprotégé, c'est vraiment pas facile. Tu es dans une chambre où le seul moyen de voir tes proches, c'est tes proches derrière une grande vitre. Voilà, il y a personne qui rentre dans ta chambre parce que tu es très faible. La moindre bactérie, elle peut te faire vraiment, vraiment mal. Et puis, ouais, tu es tout seul, confiné. Et c'est de là l'importance des associations. C'est vraiment, ça te sort d'une épreuve vraiment difficile. Pour après, justement, reprendre goût à la vie et imaginer un futur possible, différent. Est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie de faire dans les prochaines années, une fois que tu seras complètement guéri? Moi, j'avais comme projet de reprendre le sport. Ouais. Voilà, avant de retomber malade, je pratiquais des sports de combat. Et pour moi, c'était une bonne chose pour me défouler, réussir à garder une bonne forme physique. Et oui, je pense que dès que je serai guéri, je vais essayer de reprendre les sports de combat comme je peux et puis reprendre le parcours scolaire. Alors, comme tu es sportif, est-ce que tu as participé à la course de la flamme, c'est ça? Ouais, course des flammes. Course des flammes, pardon. La course des flammes, je ne l'ai pas encore faite, mais là, il y a la course des flammes bientôt. Et j'ai ouvert ma cagnotte, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour participer. Et je vais essayer d'inviter le maximum de personnes pour cet événement. C'est un événement qui est super important parce que ça leur permet, ils ont été aidés, tu vois, à un moment donné, on les a aidés et évidemment, ils sont hyper reconnaissants. Et on leur dit, voilà, le meilleur moyen de remercier, c'est de pouvoir, toi, aider quelqu'un d'autre. Peut-être que nous, on t'aide aujourd'hui, mais peut-être c'est toi qui aideras demain.
Et du coup, ça, c'est une façon d'aider. Donc, c'est la course des flammes, c'est une espèce d'énorme chaîne de solidarité. On ne s'attendait pas à ce que ça prenne autant d'ampleur pour les enfants. Ça représente beaucoup pour eux de se dire, tiens, je vais courir, je vais lever des fonds, etc. pour les prochains enfants qui vont... Et puis, voilà, ça a gagné tout le monde, les familles, les entreprises qui nous suivent, etc., etc. Alors, les entreprises et aussi les artistes qui vous suivent lors de très grandes scènes. Le parrain, évidemment, qu'on embrasse, Grand Corps Malade, qui est avec toi depuis le début, qui est hyper présent, qui répond toujours oui. Je le vois à chaque fois, il est là, et avec tous les enfants. Je pense que vous avez un rapport extraordinaire avec lui. Et puis, tous ces autres artistes aussi qui répondent oui à l'appel, lors de grosses scènes. Oui, il y a plein de gens. Quand même, c'est une expérience où on a constaté que dès qu'on donne la possibilité aux gens de faire quelque chose de bien, ils le font, ils le saisissent. Et en effet, ces personnalités, elles sont souvent très très heureuses de partager des moments avec les enfants. C'est précieux pour eux parce qu'ils sont avec Jamal, il connaît Grand Corps, Grand Corps le connaît. Si on lui parle, ou tous nos copains qu'on connaît bien, que tu connais bien, Gaël Faye, Jean Rachid, etc. Tous ces gens-là, si on leur parle de Jamal, ils connaissent en fait. Donc du coup, c'est fort pour eux parce qu'ils ont des vraies relations avec eux, ils les voient dans le temps, ils les voient avancer, puis ils partagent des moments ensemble. Et ils sont, je pense, assez fiers de ce qu'on a fait avec cette association. Et pour le vivre aussi, je peux vous dire que c'est pas fake. Les liens sont vraiment très forts. Ils tissent vraiment des liens, des discussions, des échanges très forts au quotidien avec ces jeunes. Et pour le coup, j'ai l'impression que ça vous aide énormément à passer. Nous aider beaucoup aussi. T'as bien œuvré aussi à mon côté. Alors malheureusement, on doit s'arrêter là. Mais la journée du cancer, mondiale des cancers de l'enfant aura lieu le 15 février. Donc c'est l'occasion, évidemment, d'en reparler, bien sûr. Bien sûr. Les dons, vous savez que ça marche aussi comme ça et ça peut aider Sourire à la vie. Donc vous allez sur le site de Sourire à la vie et vous faites tous les dons que vous pouvez, petits et grands, évidemment, tout sera le bienvenu, vous le savez. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous Frédéric Soto et puis Jamal, redis-moi Talleux, c'est ça? Talleux, c'est ça. Jamal Talleux, voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT et on te souhaite évidemment une guérison très proche, très rapide et de pouvoir vivre donc du coup ta vie de sportif de haut niveau. Pour les sports de combat. Merci à toi. On va tout de suite retrouver Guillaume pour sa chronique. À l'occasion de cette chronique, on traverse l'Atlantique pour se rendre en Oklahoma. Depuis septembre dernier, l'État américain enseigne la Bible et les 10 commandements dans les écoles publiques, une loi évidemment qui fait débat. Oui, chaque enseignant, chaque classe de l'État devra avoir une Bible en classe et enseignée à partir de cette dernière. Explication de Ryan Walters, le responsable républicain de l'éducation dans l'État. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse en octobre dernier. Et je propose d'écouter la suite. C'était sur la chaîne PBS, diffusée mardi dernier par nos confrères de France Inter dans le cadre d'un reportage d'Isabelle Labéry. La Bible est citée plus que tout autre document dans des centaines d'écrits politiques du XVIe et du XVIIe siècle. Il s'agit clairement d'une source historique capitale. Nous la ramènerons dans nos écoles. Nous ferons en sorte que nos enfants de l'Oklahoma comprennent le rôle que la Bible a joué dans l'histoire américaine. Nous ne nous laisserons pas censurer par des extrémistes de gauche. Et si les enseignants ne veulent pas enseigner la Bible, ils peuvent chercher du travail ailleurs. Alors ce n'est pas une première dans le pays, le gouverneur de Louisiane, également républicain, a promulgué une loi qui prévoit d'afficher les 10 commandements dans toutes les salles de classe. Sauf que cette loi ne passe pas au sein des professeurs, mais aussi des associations. Oui, ils ont effectivement attaqué en justice, estimant qu'elle était, je cite, anticonstitutionnelle et qui viole la séparation de l'Église et de l'État. La mesure a d'ailleurs toutes ses chances de finir devant les tribunaux. Et pour cause, en fait, le premier amendement de la Constitution des États-Unis prohibit l'établissement d'une religion nationale ou la préférence d'une religion sur une autre. Mais avec l'arrivée de Donald Trump en fait au pouvoir et ses discours identitaires, cela a compliqué les choses. Le président qui a pour objectif de ramener les valeurs chrétiennes au centre du débat public. Et les attaques en justice, donc, qui n'ont pas empêché Ryan Walters de lancer un appel d'offres pour acheter 55 000 Bibles. Cela représente une par classe et pas n'importe laquelle. Celle qui a donc été éditée par Donald Trump. On y retrouve la déclaration d'indépendance et la Constitution américaine, valeur justement
justement de cette Bible à l'unité, $60. Pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on parle de Donald Trump à ce moment-là? En fait, en mars dernier, Donald Trump, donc l'ex-président, à cette période, annonçait sur ses réseaux sociaux le lancement d'un partenariat rémunéré avec une star de la country pour proposer une Bible. Son livre préféré, a-t-il dit, à la vente s'appelle God Bless the USA Bible. C'est son nom, un titre qui fait écho en fait au titre du chanteur Lee Greenwood, donc ce musicien qui a écrit un titre qui s'appelle God Bless the USA. Et c'est avec ce chanteur de country que le millionnaire a donc lancé ce nouveau marché. Le président américain ne vend pas la Bible, il faut le savoir. Il perçoit toutefois des redevances sur cet achat selon les explications du New York Times. Et sur son site, le groupe propose donc à la vente ce livre sacré, se félicitant d'être, je cite, la seule Bible promue par Donald Trump. Alors pour en revenir à notre sujet, qu'en pensent les Américains justement de cette Bible? Et bien là encore, pour France Inter, Isabelle Labéry s'est rendue dans un campus à Oklahoma City. Écoutez la réaction de ses étudiantes. Moi, je suis chrétienne. La Bible à l'école, pour moi, c'est pas un sujet. Ceci dit, je pense que c'est pas là qu'on devrait en priorité dépenser notre argent. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'ils devraient pas faire ça parce qu'ils nous forcent en fait. Qu'est-ce qui va se passer s'ils obligent tout le monde à la lire ou à la pratiquer? Alors, l'Oklahoma, c'est un État qui est très religieux, qui fait partie de la Bible Belt. En gros, c'est la ceinture de la Bible. C'est une zone géographique, sociologique des États-Unis dans laquelle vient nombre de personnes très importantes qui se réclament d'un protestantisme rigoriste. C'est un terme qui désigne en gros les fondamentalistes chrétiens américains. C'est un État qui a voté pour 65% à Donald Trump. Et cela ne choque pas justement le pasteur d'une église évangélique, Mark Johnson. On dit que c'est un État religieux dans le sens où vous avez beaucoup de personnes très attachées à la fois à la communauté spirituelle de l'Église, à ce qu'on appelle les valeurs américaines traditionnelles. Vous savez, jusqu'à récemment, des livres traitant de sexualité, d'identité sexuelle ont été proposés à nos enfants dans le public dès le primaire et souvent à l'insu des parents ou sans leur consentement. Heureusement, en tant que République, les États-Unis écoutent la voix du peuple. Et en Oklahoma, il se trouve que la voix du peuple est la voix d'une large majorité, enthousiaste à l'idée de transmettre les enseignements éthiques et moraux de la parole de Dieu à ses enfants. Et le son de cloche n'est pas tout à fait la même du côté des enseignants. On va écouter dans quelques instants Alison Shortle, justement, elle est enseignante à l'université d'Oklahoma City. Elle y voit une illustration du nationalisme chrétien. Elle s'explique. Le nationalisme chrétien, c'est cette idéologie selon laquelle les gens pensent que pour être un vrai Américain, il faut être chrétien. Ils pensent que c'est du patriotisme, mais ce n'est absolument pas le cas, c'est du nationalisme. Et c'est une tentative de promouvoir la suprématie chrétienne pour que le christianisme prenne le dessus sur toutes les institutions, en politique et dans la société américaine en général. L'objectif, c'est aussi d'obtenir la privatisation de l'éducation pour pouvoir bénéficier d'un enseignement religieux et spécifique enseigné dans la tradition chrétienne. Et puis il y a très peu de temps, l'État a tenté de faire financer une école privée religieuse avec des fonds publics, ce qui aurait constitué une première aux États-Unis. Le projet a été retoqué par la justice locale. À présent, ils attendent la réponse de la Cour suprême. L'école a toutefois de bonnes chances de gagner et cela marquerait un profond changement dans le système éducatif américain. Alors, est-ce que cette loi pourrait inspirer d'autres États? Il faudrait suivre en fait justement les États qui appartiennent à ce Bible Belt. Pour en citer quelques-uns, on a l'Alabama, la Caroline du Nord, le Texas, l'Indiana ou encore l'Ohio. Et à l'inverse, certains États prennent à contre-pied. C'est le cas des conservateurs en l'Utah. En 2022, une loi qui avait été votée et qui interdisait tous les ouvrages au contenu pornographique ou indécent. Et il y a quelques années, c'était la Bible qui avait tout simplement été interdite. Sachez que c'était 72 000 écoliers et collégiens qui étaient quand même concernés pour les lycéens. Ils peuvent y avoir encore accès. A contrario, au Texas, c'est un programme optionnel cette fois-ci pour les établissements scolaires qui inclut des cours qui reposent justement sur l'utilisation de la Bible. Le district fait même savoir que s'ils l'appliquent, ils reçoivent pour ces écoles $60 par élève. C'est dire l'argent qu'il peut y avoir. Affaire à suivre donc. Ah oui, c'est incitatif effectivement. Oui. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap.
au-delà de cet aspect rôle modèle qui est clé, qui est d'ailleurs au cœur de à la fois votre podcast et votre livre, on va en parler dans un instant, un sujet d'un respect de la différence, respect de l'autre aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes dans cette émission qui s'appelle l'École du futur, à l'école, quelque part dans notre système éducatif, ce respect de la tolérance, de la différence est assez mis en avant? Est-ce que c'est une question sociétale, culturelle, quelque part? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement que plus jamais ce que vous avez vécu ne soit à nouveau vécu par une autre petite fille? Alors c'est une très bonne question parce que les premiers regards que j'ai eus d'autres enfants étaient en crèche. Quand ma fille avait 3 ans, dernière année de crèche, quand je venais la chercher, il y a des enfants qui arrivaient et qui disaient à Madeleine « Pourquoi ta maman n'a pas de main ? Pourquoi ta mère cache sa main ?» Enfin, je ne la cachais pas, mais pourquoi elle n'a pas de main, etc. Et donc, moi, j'avais expliqué au préalable à Madeleine, voilà, ta maman, elle a une main qui est différente de l'autre, mais c'est une main magique. D'ailleurs, elle appelle la main magique. Il y a d'autres enfants qui vont dire que c'est la main crabe. Mais en fait, je dis, tu vois, elle fait tout comme l'autre main. Elle t'a porté, elle t'a allaité, enfin, elle fait tout comme l'autre main. Et donc, Madeleine répondait à ses camarades, mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Ma mère, elle a une main et puis elle est magique. Donc, à partir du moment qu'on explique pourquoi il y a ces différences, pourquoi et tout ce qu'on peut faire avec aux enfants, c'est vraiment la question du pourquoi. Ils sont dans une curiosité, ils ont besoin de réponses. Et quand je suis arrivée à l'école et que j'ai proposé aux enseignants, ben voilà, j'aimerais bien que vous expliquiez mon histoire aux enfants, il y a eu quelques réticences. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut ouvrir ces débats dans les classes. Il faut raconter ces autres histoires, ces autres récits, et de montrer que toutes les différences font, en quelque sorte, sont nos forces et qu'on peut tout faire, en fait. Monsieur Nambrini, l'égalité des chances, ça passe aussi par le soutien des mères isolées ? Oui, bien sûr. Là, vraiment, quand on a suivi l'épisode des Gilets jaunes, les mères isolées, soucieuses de l'éducation de leurs enfants, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et ça nous a confortés dans nos choix politiques pour accompagner ces personnes. Une maman isolée, comme celle qui vient de s'exprimer, enfin, je ne sais pas si elle est elle-même maman isolée, en tout cas, voilà, elle est à l'initiative du projet. Je crois qu'elle peut bénéficier de ces dispositifs, de l'aide aux devoirs en particulier. Vous voyez, je crois que c'est une préoccupation qui nous retient beaucoup. Ça comprend plein de bénéfices. Alors d'abord, il y a des bénéfices tout à fait immédiats. C'est ce que vous appelez le nid du plaisir. Pourquoi c'est important pour le tout petit ? Alors, moi, c'est vraiment le premier argument que j'ai voulu mettre dans le livre, vous avez vu, parce que c'est vrai que c'est pas un argument, très à la mode dans, par exemple, ce qu'on a comme études scientifiques. On a énormément de données sur l'apport de la lecture en termes de langage, de réussite scolaire, on y reviendra peut-être, etc. Mais on n'a pas d'études, en tout cas je ne les ai pas trouvées, donc si quelqu'un les trouve, je veux bien les lire et les recevoir, mais on a très peu d'études scientifiques sur le plaisir. Or, c'est la première chose qu'on observe, qu'on voit, qu'on sait quand on est psychologue ou lecteur pour les jeunes enfants ou professionnels de la petite enfance, c'est qu'il y a un énorme plaisir de partage pour l'enfant et le parent. Plaisir de partage, et vous parlez d'une spirale, je vous cite, interactionnelle du plaisir. Oui. Tout le monde se donne... Oui, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire qu'en fait, il y a au moins 3 personnes quand on lit à un jeune enfant ou un bébé. Il y a le parent qui lit ou l'adulte lecteur, qui est souvent une figure d'attachement, mais pas toujours, le bébé ou le jeune enfant. Et en fait, il y a l'enfant intérieur à qui on a lu des histoires ou qui adorait qu'on lui lise des histoires. Ce livre, vous êtes venu avec en plateau, Exactement. Vous pouvez nous le montrer, il est magnifique. Regardez, Nouvelles héroïnes, les 20 femmes d'aujourd'hui. Et toi, publié chez Larousse Jeunesse. Quels sont là aussi les messages clés quelque part que vous souhaitez transmettre à travers ce livre? Vous abordez d'ailleurs dans ce livre et dans votre podcast des sujets difficiles, parfois abordés avec les enfants, comme le consentement, les violences sexuelles, le cycle menstruel. C'est crucial de parler aux enfants de ces sujets et ceux des plus jeunes âges. C'est ce que vous faites aussi avec ce livre. C'était l'un des messages que vous souhaitez porter. Oui, je parle de harcèlement scolaire, je parle effectivement de cette notion de consentement avec des mots, comme vous disiez en introduction, des mots simples par l'histoire. Parce que, et par le vécu. Donc en fait, c'est intéressant ça, pardon, je vous coupe, mais pourquoi le fait de raconter des histoires
Et le vecteur, le moyen que vous avez choisi auprès de ces jeunes, est-ce que c'est parce qu'on se souvient plus d'histoires que de faits? Parce qu'il y a une sorte d'ancrage dans la réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi sans modèle qui me ressemblait. Et en fait, plus on va raconter ces histoires de filles, d'enfants à qui on va pouvoir s'identifier, plus ça va nous inspirer dans notre vécu à nous. Ça va nous donner en tant qu'enfant, ça va nous donner de la force pour croire en nous, et aussi pour les parents. Parce que pour les parents, c'est autant d'histoires qui sont beaucoup plus faciles à raconter. Ce n'est pas tabou, c'est plus simple que de raconter, de prendre un dictionnaire. Voilà, c'est dans cette histoire-là qu'on raconte comment Louane elle est sortie de cette situation d'harcèlement à l'école, comment on parle de la notion de consentement, comment on parle des différences. En termes d'orientation, quelle est la dimension de l'Olympiade des métiers et dans quelle mesure c'est un temps fort de votre année? C'est formidable. Les Olympiades des métiers, qu'est-ce que c'est? C'est rassembler dans un lieu. Si vous connaissez le grand hall d'exposition de Bordeaux, des centaines de mètres, imaginez là tous les métiers de la région, manuel, de bouche, la maçonnerie, l'ébénisterie, etc. Des jeunes en train d'exercer leur métier, pendant que d'autres jeunes des collèges viennent visiter, parler d'orientation. Vous pouvez faire des discours, vous pouvez donner des brochures, mais voir un jeune qui s'épanouit en train d'exercer son métier, d'exercer ses talents. Il le garde dans la tête et pas forcément la brochure dans le sac, quoi. Eh non. Alors la brochure, elle sera utile. Bien sûr. Mais surtout, elle viendra accompagner le rêve qu'on a su créer. Et pour attirer des jeunes vers des... Vous savez, on dit toujours les jeunes sont motivés par le sens, mais c'est vrai. Lorsqu'on voit un jeune exercer son métier, c'est le sens de son geste qui apparaît. À quoi ça va servir? Quelle est la dimension sociale? Comment on s'y épanouit? Et donc ces Olympiades... Est-ce qu'il y a du boulot? Oui. Non, mais il y a du boulot. Accessoirement. Mais le boulot, il y en a. C'est ça le problème. Je sais qu'ils sont très préoccupés par... Cette génération est très préoccupée effectivement par leur avenir oui. et les débouchés. Et donc c'est vrai que de voir quelqu'un travailler le bois, ça va être magnifique, mais de se dire, est-ce que je vais avoir du travail? Mais il y a du travail. Là, sincèrement, dans tous ces métiers, il y a beaucoup de travail. Quand on lit LIT, on se lit LIE. Derrière, il y a ce fameux, et vous avez déjà prononcé le mot, ce fameux attachement. Et l'attachement, on le rappelle, toutes les théories de l'attachement, c'est absolument essentiel à la construction de l'enfant. Ça recouvre quoi? Ça veut dire quoi, au juste? Si vous voulez, comment ça veut dire quoi, le lien d'attachement? La théorie d'attachement. La théorie d'attachement, c'est essentiel, on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est tout ce qui concerne le nid affectif du tout petit. Et c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir se sécuriser et ensuite qu'il va pouvoir explorer le monde. Donc les liens d'attachement, c'est évidemment d'abord avec les figures parentales, les liens d'attachement primaires avec la maman et le papa, ou la maman, ou le papa, et le papa. Voilà, bien sûr, on a toutes sortes de figures possibles. Et puis, il y a aussi tout ce qui est figure d'attachement secondaire. Donc, ça va être les professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les professionnels de crèche. Ça va être après les enseignants, les maîtresses, les maîtres, etc. Et puis, un tas de personnes qu'il va rencontrer. Mais le jeune enfant, il a besoin de très peu de figures d'attachement. Et ça, c'est un ancrage indispensable. Vous ne pouvez pas faire sans. Et il cherche en permanence l'assentiment de ces figures d'attachement, c'est absolument essentiel pour lui. C'est ce qui, quand il fait quelque chose, souvent, alors on le dit en langage très vulgaire, en disant c'est pour faire plaisir à papa et à maman, mais c'est vraiment ça qu'il y a derrière. Alors, faire plaisir, mais bon, on espère qu'il ne fait pas les choses que pour faire plaisir, parce que sinon on part sur d'autres choses. Je parle vraiment des tout-petits, là, en fait. Oui, vraiment les tout-petits. En tout cas, il va regarder tout ce que fait la figure d'attachement. C'est ça. Il va s'appuyer. C'est le point de repère. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Angèle Jean-Girard à la réalisation. Au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Merci également à vous, Guillaume. On vous retrouve bientôt sur School. Voilà, demain, parfait. Je le note. On dort là d'ailleurs ici. Voilà, et on vous attend. Merci, bonne soirée à tous. Ciao.